chez Alice. Donc je vais me permettre de présenter rapidement Alice. Nous sommes une alliance d'industriels dédiée à la décarbonation de l'industrie. Donc finalement, en fait, on rassemble les différents acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie, que ce soit les industriels, les offreurs de solutions, des énergéticiens, etc. Et on les fait travailler collectivement ensemble pour à la fois innover, que ce soit pour faire émerger des solutions, des offres en fait techniques pour décarboner le secteur, ou aussi pour simplement les accompagner dans leur démarche de décarbonation. Et dans le cadre de notre mission, on réalise des études collectives pour nos membres. Donc voici une étude qu'on a réalisée qui est sur l'effacement dans les unités de production industrielle. On a réalisé d'ailleurs une synthèse publique, donc il y a plusieurs exemplaires ici, vous pourrez venir ils sont à votre disposition, vous pourrez venir les chercher à la fin de la table ronde. Et donc ça permet de faire une transition avec la thématique de cette table ronde qui est la flexibilité électrique, quelles opportunités pour les industriels. Donc aujourd'hui avec nous, nous avons 3 intervenants. Donc Marion Perrin, vous êtes responsable du développement Europe de l'Ouest pour Energy Pool. On a Clément Leroy aussi, partenaire chez Wavestone dans la branche Utilité Energy. Et Jean-Paul Tissot qui travaille chez un industriel, donc Ugitech. On y reviendra un petit peu après. Pour commencer, je vous propose de faire une mise en contexte un petit peu sur la flexibilité électrique. Donc déjà, dans un premier temps, Marion, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter brièvement vos activités et puis nous expliquer pourquoi on parle... Ah non, pardon, c'est plutôt Clément en premier. Excusez-moi. Je pense que Marion et moi sommes... Ouais, voilà. On pourra se compléter sur le sujet. Mais est-ce que du coup, Clément, vous pourriez présenter rapidement vos activités, votre lien aussi avec la thématique de la flexibilité et pourquoi aujourd'hui on parle autant de cette thématique? Pourquoi c'est si important? Alors bonjour à toutes et tous. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup a fortiori depuis quelques temps avec les crises diverses et variées qu'on a connues. Le stress entre guillemets de l'hiver, pas celui qui s'achève mais le précédent, a fait que c'est un sujet qui s'est vraiment invité au cœur de l'actualité. Mais finalement ce n'est que la partie émergée entre guillemets d'un iceberg qui existe depuis bien longtemps, depuis l'électrification dans les différents pays. Il y a toujours eu une volonté d'essayer d'éviter que la demande entre guillemets l'emporte sur l'offre et donc d'essayer de réguler au mieux. Donc il faut se rappeler typiquement qu'après-guerre, l'électrification en France a fait que très vite il y a eu des premiers contrats entre industriels et EDF sur la flexibilité via l'hydraulique. À l'époque, on n'était pas encore sur le nucléaire, mais l'hydraulique. Et donc une volonté que les industriels consomment de l'énergie, et de l'électricité en l'occurrence, au moment où les barrages et où l'hydraulique produisaient. Donc on est loin d'être sur quelque chose qu'on découvre là dans les années 2020. Alors après, ça prend un essor particulier avec 2 phénomènes qu'on connaît en ce moment. Qui sont structurels, au-delà de la conjoncture, encore une fois, qu'on a connue il y a quelques temps. Le premier, c'est l'électrification des usages, et donc une demande croissante dans les années à venir, que ce soit d'ailleurs sur le champ industriel ou le champ du tertiaire au sens large, et donc qui fait que de plus en plus, entre guillemets, il va y avoir des appels de consommation, tant en énergie qu'en puissance, qui vont avoir lieu. Et je ne parle pas uniquement de la mobilité électrique, il y a tout le sujet, y compris de l'électrification dans le monde industriel, etc., etc. Et puis deuxièmement, le développement massif des ENR, qui rebelote entre guillemets les cartes habituelles de l'offre et de la demande et de la capacité de prédiction sur les injections de puissance et d'énergie, et donc qui nécessite effectivement qu'on développe un certain nombre de moyens pour lisser entre guillemets et éviter de subir les intermittences. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, on ne parle pas juste d'une crise ponctuelle type un hiver un peu rigoureux ou autre. On parle de la nécessité que le système électrique se refonde totalement, entre autres en prenant en compte dans l'équation ce sujet des flexibilités. Et donc à ce titre-là, on a réalisé avec l'association qui s'appelle Think Smart Grid une étude qui a été publiée il y a quelques semaines, qui visait à remettre un peu le concept d'effacement, de flexibilité et de pilotage d'aplomb, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de prises de parole diverses et variées, d'acteurs, certains très opportunistes, voyant dans le contexte qu'on a connu une capacité de générer des gains court terme, d'autres, pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises, donnant un peu
créant des malentendus, on va dire, sur la nécessité des flexibilités. Et donc cette étude qu'on a publiée, que vous pourrez retrouver sur le site de Think Smart Grid, vise à voilà, remettre les concepts entre guillemets clairs et nets, avec des vraies définitions, des vrais enjeux associés, des vrais chiffres aussi autour des besoins. Et puis c'est une étude qui va se poursuivre avec différents autres opus plus opérationnels qui seront publiés au cours de l'année 2024 et 2025. Merci Clément. Marion, est-ce que vous pourriez aussi présenter brièvement les activités de votre entreprise et puis du coup aussi nous parler un peu plus de la flexibilité électrique, de flexibilité côté consommation, mais plus axée sur le secteur industriel? Oui. Donc, Energy Pool est un agrégateur de flexibilité, c'est-à-dire c'est l'opérateur qui permet d'accéder au marché et qui va donc venir entre l'industriel qui a une flexibilité et qui a peut-être pas ni les compétences techniques d'aller voir toutes les règles complexes d'accès au marché, ni la volonté. Et puis l'opérateur de réseau, RTE, qui organise le marché. Donc nous, on va prendre sur nous toute la complexité et puis faire que la participation au mécanisme de flexibilité soit la plus transparente possible pour l'industriel, tout en générant entre 5 et 10% d'économie sur sa facture d'électricité. Alors, ce n'est pas de l'économie, et c'est là qu'on va un peu différencier la partie flexibilité implicite, qui est l'aval compteur. Donc j'ai mon compteur quelque part et en dessous je vais gérer mon énergie au mieux pour consommer au bon moment, pour bénéficier des meilleurs tarifs et donc la meilleure offre tarifaire par mon fournisseur. Donc là on va parler de flexibilité implicite, et là nous on va avoir plutôt des activités d'EMS, c'est-à-dire de logiciels de gestion d'énergie locale, si en plus il y a de la production ou du stockage sur site, en plus du stockage dans les process industriels. Et puis donc l'autre axe qui est ce complément de revenus au-delà de l'économie de facture que j'ai générée, c'est vraiment du revenu, et qui va être la partie flexibilité explicite, c'est-à-dire je mets au service du réseau la capacité de mon usine à moduler sa puissance de consommation en fonction des besoins. Et on parle beaucoup d'effacement, et je trouve que l'effacement c'est très réducteur, parce que l'effacement ça veut dire j'arrête, alors qu'on est plus sur de la flexibilité, et ça peut avoir une dynamique qui n'est pas juste 2 heures, 4 heures, mais ça peut aller beaucoup plus dans des dynamiques court terme. C'est de la modulation sur des petites quantités de puissance qui sont aussi utiles pour le réseau et pour sa stabilité dynamique. Très bien, merci pour ce complément. Jean-Paul, vous avez mis en place sur un de vos sites UGTech du coup de la flexibilité électrique et notamment de l'effacement. Est-ce que, d'une part, vous pourriez présenter vos activités et plus particulièrement sur ce site en question, et d'autre part, nous expliquer brièvement comment se matérialise finalement cet effacement sur votre site, enfin, nous apporter quelques données quantitatives et qualitatives là-dessus. Donc Jean-Paul Tissot, je suis responsable de la transition énergétique chez UGTech à Ugine en Savoie. Donc c'est à l'autre bout de la Savoie pour vous. Et on est des producteurs d'acier inoxydable produits longs. On ne fait que de l'inox. On fait partie des leaders mondiaux, mais ça c'est pas trop l'intérêt aujourd'hui. Sur notre site d'Ugine, on a une aciérie électrique. Donc on opère à la fusion de l'acier. C'est du recyclage. Contrairement à nos collègues, vous en entendez parler aujourd'hui avec les hauts fourneaux. On a un laminoir à chaud avec un gros four de réchauffage des produits, donc qui est au gaz naturel, qui aujourd'hui n'est pas forcément le propos, mais je vais en parler plus tard. Et puis des ateliers de parachèvement avec des traitements thermiques au gaz ou électrique, donc qui nous apportent quand même une grosse puissance élec. On n'est pas des très très gros consommateurs, on n'est pas des électrolyses comme nos amis qui font de l'aluminium, mais on a quand même des installations assez intéressantes. Vous avez certainement des produits qui viennent de chez nous sur vous, puisque les écrans de smartphone comportent de l'inox. Vous ne les voyez pas, c'est plus fin qu'un cheveu, mais vous en avez. Donc il y en a un peu partout aujourd'hui, et l'avantage de le produire chez nous, c'est que c'est tous des produits qui ne viennent pas de Chine. On essaye de résister.
Donc au niveau on est un site européen, on a d'autres entités et nous on représente 90% de la facture énergétique. Donc c'est pour ça que nos efforts sont tous un peu concentrés sur le site. Et sur les autres sites c'est un peu plus compliqué à arrêter, on contraindrait trop la production. Donc notre consommation électrique, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la même chose en élec et en gaz, c'est 250 gigawattheures par an. On est acteur de l'effacement, alors pas toujours qu'avec Energypool, on n'a pas été on a été client fournisseur, parce que du coup on ne peut pas parler de client et de fournisseur, c'est bien un partenariat. On a été partenaire avec d'autres acteurs et on a commencé avec Energypool en 2011. Donc là c'était les débuts de la flexibilité des effacements. Et aujourd'hui, on a un contrat de 25 MW, d'abaissement de 25 MW, et on est capable de s'arrêter en 13 minutes. Donc 13 minutes, je connais les électrolyses, on va dire que c'est pas trop compliqué, il y a 1 ou 2 outils, nous on en a une centaine. Donc vous imaginez une centaine, on a un réseau de 20-30 automates qui nous pilotent nos outils pour les arrêter ou les maintenir. Donc on assure la sécurité, donc c'est comme j'avais annoncé au début, on va faire un arrêt de l'usine comme si on avait un orage, mais proprement. Donc ça, c'est des choses qu'on subit tous les ans avec les orages, de moins en moins parce que le réseau est de plus en plus propre, mais c'est des moments compliqués à gérer. Et donc les offres ont évolué un peu avec le temps. Il fallait qu'on s'abaisse de 25 MW au début, et aujourd'hui, on arrive à travailler. Et c'est là le but de l'agrégateur. Tout seul, on ne pourrait pas le faire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec plusieurs entreprises, ils arrivent à nous faire travailler avec une puissance plafond. Nous, aujourd'hui, si on a 1 ou 2 de nos outils qui est à l'arrêt, on va peut-être être à 15 MW, on ne pourra pas s'effacer de 25. Vous avez bien compris que ça va être compliqué. Donc Energypool nous demande de nous maintenir en dessous de 8 et surtout de ne pas remonter. Voilà, l'intérêt pour nous qui avons un fonctionnement cyclique, c'est vraiment de passer par un agrégateur pour éviter ces liens directs avec RTE. Merci Jean-Paul. Donc vous venez de le dire, finalement dans cette mise en place de l'effacement, vous travaillez en partenariat avec un agrégateur. Marion, est-ce que vous pouvez si on prend un peu de hauteur là-dessus, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise la chaîne de valeur de l'effacement? Quels sont les principaux acteurs? Et plus particulièrement, quel est, votre rôle d'agrégateur? Alors, merci Jean-Paul, parce qu'on ne s'était pas coordonné, mais il a déjà quand même dit pas mal de choses très représentatives. Donc, le rôle de l'agrégateur, c'est d'une part... en fait, de permettre d'impacter le moins possible les procédés ou la fabrication, tout en pouvant bénéficier de ce revenu complémentaire lié à la flexibilité, à l'activation de la flexibilité. Alors en fait, il faut voir que dans la flexibilité, il y a 2 sources de revenus. Il y a une source de revenus qui est un peu capacitaire, qui est le fait que vous mettiez à disposition vos capacités flexibles, même si elles ne sont pas activées, mais le fait de déposer des offres et d'être disponible. Et puis, il y a la partie après qui est l'activation elle-même, donc sur la partie énergie. Et donc, l'agrégateur, d'une part, il va permettre de mettre en place, de rendre possible le fait de vous proposer sur les marchés, alors que tout seul, vous ne l'auriez peut-être pas fait parce que vous n'avez pas la taille. Je parle de la taille de la puissance effaçable, de la puissance flexible disponible. Alors j'arrête de parler d'effaçable, vous savez que j'aime pas trop le concept. Donc c'est la traduction de ces règles, l'agrégation, donc en fait on fait un Tetris pour justement que vous ayez tous les bénéfices tout en ayant le moins d'impact possible, et puis si un industriel peut s'arrêter le matin à 9h, on va en avoir un autre qui peut s'arrêter à 11h, etc. Donc on va faire des blocs qui permettent d'être tout le temps disponibles quand même pour RTE et d'être visibles pour eux, parce qu'ils vont activer un gros bloc et pas plein de petits, ce qui est quand même plus simple aussi.
Derrière, on a un centre d'opération 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 qui fait que ça. Donc le NOC, le centre de contrôle, notre tour de contrôle, elle est à Savoie Technolac. Donc avoir ces experts qui sont en train de faire la surveillance des marchés, positionner les offres, etc. Et puis en dernier lieu, il y a vraiment la minimisation du risque pour l'industriel. Parce que si à un moment vous n'êtes pas disponible alors que vous étiez engagé à avoir cette capacité, eh ben, vous payez des pénalités massives. Alors que justement, nous, on va pouler et donc on va minimiser le risque pour un parce que pendant que vous avez 10 mégawatts de moins de disponibilité parce que vous êtes en maintenance et c'est comme ça, et ben nous, en fait, on a un autre industriel quelque part qui, lui, n'est pas en maintenance, qui finalement a les 10 mégawatts complémentaires qu'on va pouvoir activer sur le mécanisme. Donc c'est vraiment minimiser le risque et minimiser l'impact sur la chaîne de production parce que avant les offres, si vous étiez en EJP, c'était 150 heures par an où il fallait plus travailler du tout. Et nous, en fait, grâce les activations qu'on fait, ça représente une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures par an, parce que finalement, parce qu'on a poulé, parce que les besoins, ils sont pas permanents et certaines années moins que d'autres. Merci pour ces précisions, Marion, sur votre rôle d'agrégateur. Donc, vous l'avez dit, on a finalement deux grandes catégories de flexibilité, la partie capacitaire et ensuite la partie liée à l'énergie. On sait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui existent avec des conditions contractuelles assez variées. Est-ce qu'on pourrait pas, Clément, ressortir 2-3 principaux mécanismes qui seraient vraiment pertinents en fait, pour l'industrie ? Alors, oui, c'est vrai que les mécanismes se sont perfectionnés au fil des années, à la fois au niveau européen, au niveau français. On pourrait même élargir, parce que c'est des mécanismes qui existent plus largement, mais c'est vrai que tout s'est fait dans un cadre plutôt européen, avec donc, ce qu'on appelle les réserves primaires, secondaires, tertiaires, et puis avec un certain nombre d'autres mécanismes. On le disait à l'instant, je pense que les deux témoignages de Marion et de Jean-Paul sont illustratifs. Il y a quelque chose de contre-intuitif quand on est un industriel, quand on a ces batchs de production, à dire je vais m'arrêter, je vais moduler. D'abord et avant tout, l'industriel, ce qu'il veut, c'est produire. Et puis, au sens large, le consommateur souhaite consommer là où il le souhaite sans contrainte. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de minimiser au maximum l'impact, même si, à la fin, il faut quand même jouer le jeu, entre guillemets, parce que le risque, on le sait, quand on parle en particulier de tout ce qui est très court terme, c'est un effondrement du réseau qui, par effet domino, peut entraîner un blackout plus ou moins local ou généralisé. Donc tous ces mécanismes, ils sont bien là pour protéger, entre guillemets, les différentes plaques de réseau au niveau local, national, puis européen, à la fois pour pallier des éventuels sujets de fréquence. Et ça, on sait que ça peut aujourd'hui, avec entre autres l'intermittence que j'évoquais, mais aussi des effets plus ou moins volontaires, jouer sur une plaque d'un réseau européen et se répandre ensuite. Vous avez certainement tous en tête, ou en tout cas une partie d'entre vous, le sujet du Kosovo, par exemple, qui a fait, entre guillemets, tache d'huile et qui a fait que quasiment toute l'Europe s'est retrouvée avec des difficultés de réglage de fréquence. Et puis, la perte soudaine d'un ou plusieurs moyens de production. Donc, ça peut arriver, ça arrive assez régulièrement. Un arrêt parce qu'une centrale, que ce soit nucléaire, thermique ou autre, connaît un dysfonctionnement et donc d'un coup, l'opérateur arrête. Et par définition, le plan de production et le plan d'équilibre qui était défini donc, devient caduc. Et donc ces différents mécanismes, ils vont de quelques secondes pour les premiers, donc c'est-à-dire qu'on sait activer de manière très rapide un certain nombre de dispositifs, jusqu'à plusieurs heures, comme on le disait tout à l'heure, de manière, encore une fois, à assurer, entre guillemets, un équilibre pérenne et au-delà de gérer une crise, entre guillemets, qui peut être très ponctuelle. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les dispositifs parce que réglementairement, économiquement, techniquement, ils sont tous très, très compliqués. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un cadre qui est plutôt stabilisé depuis quelques années. Ce cadre-là, comme je le disais tout à l'heure, il va être amené à se perfectionner parce que, avec toute l'électrification qu'on a en cours, ça veut dire qu'il va falloir continuer à les faire valoir. Parce que l'idée, c'est que l'électrification des usages n'entraîne pas mécaniquement, proportionnellement, autant, entre guillemets, d'électrification de la production. Du coup, la flexibilité joue vraiment un rôle d'amortisseur et de lissage, entre guillemets, de cet effet d'électrification des usages. Et donc, il est fort probable, Bruxelles réfléchit déjà à un certain nombre de nouveaux mécanismes. Alors après, je pense que collectivement, on plaide tous dans nos responsabilités respectives
dispositif pour indiquer qu'il faut faire attention à, sans mauvais jeu de mots, l'usine à gaz, parce que c'est vrai que c'est des mécanismes, voilà, il faut les mettre en place, ça prend du temps, techniquement, comme une fois, c'est pas évident, juridiquement, etc. Donc voilà, les acteurs comme les agrégateurs forcément jouent un rôle important en tant que enableur, mais voilà, il faut toujours veiller à des solutions quand même relativement pragmatiques et frugales, et pas systématiquement des choses qui nécessitent des heures et des heures de travail en amont. Merci Clément. Donc, je vois que le temps file, donc je vous propose de passer vraiment dans le vif du sujet. Donc, quelles sont finalement les opportunités réellement pour les industriels? Donc, on l'a dit un petit peu déjà, de par le rôle pour l'équilibrage du réseau électrique. Mais est-ce que, Jean-Paul, on a aussi d'autres avantages, opportunités finalement pour l'industriel? Et vous, dans votre cas, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous orienter vers la flexibilité électrique? Plusieurs choses, mais la première, c'est quand même l'argent. L'idée, c'est de diminuer notre coût de l'électricité, l'impact qu'on a sur notre facture. C'est quand même le premier point qui est compliqué pour nous, dans la mesure où il faut quand même que la rémunération couvre notre arrêt de production, les rebuts éventuels et les difficultés de redémarrage. On peut même avoir des casses quand on coupe nos outils, on n'en est pas à l'abri. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça reste quand même une industrie compliquée que nous devons arrêter. On a une rémunération fixe, donc c'est ce qu'on cherche quand même à avoir au maximum. Ce qu'on veut, c'est qu'elle arrive à couvrir tous les problèmes qu'on a sur au moins 4 ou 5 éventuels arrêts. Donc ça reste quand même la première chose, mais par contre, c'est aussi depuis de nombreuses années notre image RSE qu'on veut, entre guillemets, verdir. Et on le montre avec notre engagement sur la stabilité du réseau par le biais d'Energy Pool pour RTE. Merci Jean-Paul. Marion, est-ce que vous pourriez nous donner maintenant quelques éléments finalement sur les différentes phases de mise en place d'un projet d'effacement, sans forcément rentrer trop dans le détail, mais juste pour avoir une vue d'ensemble? Alors, donc premier point, je peux peut-être juste rappeler les bénéfices de la participation à la flexibilité pour un industriel. Il est bien sûr financier. En premier lieu, c'est pas une économie de facture, c'est un revenu complémentaire et on peut atteindre des valeurs entre 5 et 10% de la facture, du montant de facture. Deuxièmement, il est aussi au niveau CO2, c'est-à-dire le fait de consommer au bon moment, ça permet de consommer moins carboné. Alors, en particulier en France, notre activité en tant qu'Energy Pool a un impact CO2 vraiment positif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire certifier, notre méthode de calcul. Troisième axe, c'est qu'il y a un impact social, c'est qu'on participe vraiment à la stabilité dynamique du réseau électrique. Et je suis heureuse que Jean-Paul en parle, parce que c'est quand même non négligeable. On en a un qui marche bien, et c'est bien qu'on le conserve. Donc dans une phase de relation et de mise en œuvre de notre offre de flexibilité chez un partenaire industriel, d'une part, on va évaluer la puissance flexible avec notre partenaire, et en fait, la relation long terme a une importance, et c'est en ça que on remercie Ugitech de nous être maintenant fidèles. Ça permet d'aller vraiment dans la profondeur du potentiel de flexibilité. Dans un premier temps, on va le regarder de façon assez surfacique. Vous avez tant de puissance flexible, on va sur le mécanisme de capacité, et voilà. Derrière, il y a quand même tous ces gisements de où sont les stockages process à l'intérieur du processus de fabrication. Je pense à un cimentier qui a des silos, et ça, c'est du stockage de la matière, et donc on peut utiliser le fait que les broyeurs ont une puissance d'1 méga pour aller beaucoup plus profondément chercher de la flexibilité non impactante pour la chaîne de production. Oui, on va valoriser la capacité, mais derrière, on peut générer des revenus non négligeables sur l'énergie, parce que le nombre d'activations devient de plus en plus important, et ça n'impacte pas pour autant le procédé. Et puis, troisièmement, on peut aller encore plus profond, et là, ça passe par une certification vis-à-vis de RTE sur des mécanismes extrêmement dynamiques, et ce qu'on met en œuvre actuellement sur la FRR ou la FCR de longue date, mais
les mécanismes qui viennent d'ouvrir sur un électrolyseur particulier. On peut aller se faire certifier, nous, Energy Pool, l'industriel avec son asset et puis notre chaîne de communication, pour participer à ces mécanismes extrêmement dynamiques. Et c'est des sources de revenus très importantes pour certains. Merci Marion. Maintenant, si nous prenons un peu de recul sur l'état des lieux des gisements de flexibilité électrique en France, Clément, quel est déjà le gisement théoriquement atteignable sur le secteur industriel notamment, et quel est réellement le développement actuel de cette filière? Quels sont vraiment les gisements qui sont exploités et quelles sont aussi les tendances, les objectifs dans les années à venir? Alors aujourd'hui, on a environ 4 gigawatts de flexibilité actif en France, dont 3/4 sont industriels. Donc voilà, on voit déjà que le poids entre guillemets de l'industrie est très majoritaire. Alors il est historique, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'est développé petit à petit. Il y a eu des gros blocs entre guillemets, puis toutes les actions qui ont été mises en place en lien avec les différents dispositifs que j'ai évoqués ont fait que petit à petit ce pourcentage s'est accru. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler plutôt du développement de la flexibilité dans le monde tertiaire. Donc c'est vrai que, entre autres, le décret BAX et puis un certain nombre d'autres mesures ont fait que le projecteur a été mis sur à la fois le résidentiel collectif et puis tout ce qui est immeuble tertiaire. Parce que là, pour le coup, il y avait un gisement inexploité et relativement simple à activer. Donc c'est quelque chose qui est en cours et qui fait que il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mobilisation à la fois politique, industrielle autour de ces sujets. Sans compter le sujet du diffus, qui est loin d'être notre sujet aujourd'hui, mais qui est aussi un axe de développement. Pour revenir donc à l'industrie, on estime aujourd'hui que le potentiel, il serait plutôt entre 4,5 et 5,7 gigawatts pour l'industrie uniquement, donc par rapport aux 3 gigawatts que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a encore un réservoir entre guillemets de potentiel très important. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est facilement activable, ce potentiel, parce que à la fois, on va toucher des types d'industries sur lesquelles, on le disait tout à l'heure, l'impact peut être non négligeable sur le process. Donc même s'il y a peut-être des gains à faire d'un point de vue économique dans l'équilibre entre le fait de produire et le fait de s'effacer, il n'y a pas forcément toujours d'évidence. Deuxièmement, c'est les gros cailloux et les petits cailloux, c'est-à-dire qu'il y a aussi du déploiement à faire sur des petits sites, et donc ça veut dire aussi des investissements importants. Et donc ce que je vous disais là à l'instant, c'est des puissances potentielles, mais il faut regarder aussi les coûts d'investissement et le retour sur investissement à la fois pour l'industriel et puis pour l'ensemble de sa chaîne de valeur, dont les agrégateurs, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous ? Qu'est-ce qu'on regarde? Donc, RTE a publié un certain nombre d'éléments sur des objectifs, ou en tout cas les potentiels 2030 et au-delà. La programmation pluriannuelle de l'énergie en France également donne un certain nombre d'orientations. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir accélérer ce développement. Aujourd'hui, sur la partie industrielle, il y a quand même une sorte de stagnation. On est sur une sorte de palier. En tout cas, il n'y a pas d'effet grand soir, entre guillemets, en cours. Et les objectifs qui sont devant nous, et qui ne sont pas des objectifs incantatoires, mais qui sont des objectifs, si on doit tenir, entre guillemets, l'ensemble du mix énergétique tel qu'on est en train de le faire, sont d'un doublement dans les 10 à 15 ans à venir. Donc autant dire qu'il va falloir reprendre une marche en avant sur ce sujet du développement, avec beaucoup d'actions et beaucoup d'incitations. Là où aujourd'hui, comme je le disais, il y a plutôt une progression, mais qui n'est pas du tout dans la tendance de ce qui est nécessaire. Merci Clément. Et pour compléter, donc on en parle notamment dans notre synthèse sur l'effacement. On a réalisé précédemment une étude sur le potentiel d'électrification des usages thermiques, et on avait notamment remarqué que on pouvait avoir une augmentation du gisement dans les années à venir de 3 à 6 gigawatts en plus. Voilà. Puis vous l'avez évoqué aussi, on a différents défis pour atteindre ces gisements. Marion, peut-être là-dessus, de par votre expérience en tant qu'agrégateur et les différents projets que vous avez pu mener, quels peuvent être, en complément de ce que Clément a dit, les principaux freins, verrous que l'on peut rencontrer dans ce genre de projet? Alors, je laisserai après Jean-Paul témoigner un peu des défis. On a d'une part, alors dans les défis, il y a la complexité des mécanismes. C'est effectivement difficile d'y accéder pour tout un chacun. Alors en même temps, c'est notre métier d'agrégateur de rendre simple ce qui est compliqué. Mais c'est pas pour autant qu'on le souhaite. Mais il y a aussi la pérennité et la visibilité des mécanismes sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a des incertitudes, par exemple, qui pèsent sur le mécanisme de capacité.
il n'est encore pas défini pour la période 2026 et au-delà. Et donc, ça va freiner des investissements parce que en fait, le gisement de capacité disponible, il n'est pas figé. On est sur une électrification des usages. Le véhicule électrique en est un exemple, mais bien sûr, dans l'industrie, il y a une électrification qui se produit aussi en lien avec la décarbonation. Donc, en fait, on va accompagner nos partenaires industriels aussi sur leur voie de décarbonation par l'électrification d'un certain nombre de leurs outils, voire l'hybridation. Et donc, en fait, il faut aller capter tout ce gisement qui est, à l'heure actuelle, à une valeur de 4 gigawatts, mais qui est destiné à doubler aussi en taille du fait de cette électrification. Donc, c'est répondre suffisamment rapidement et accompagner en amont, parce que quand on va électrifier un outil industriel, si la flex a été pensée au moment de l'investissement, c'est quand même plus simple derrière de l'actuer, de la mobiliser. Et d'autre part, le fait de l'avoir pensé, ça va permettre l'acte d'investissement parce que la flexibilité permet un meilleur ROI sur l'outil industriel dans lequel notre partenaire investira. Donc il y a ces dimensions-là. Et je tiens quand même à rappeler le fait que mobiliser de la flexibilité chez nos industriels, ça a un côté quand même extrêmement vertueux par rapport à rajouter des assets, que ce soit des assets de production ou des assets de stockage. Avec tout le bien que je pense des batteries, j'ai fait 20 ans de batterie jusqu'à présent, mais il n'empêche qu'avant de mettre de nouveaux moyens hyper flexibles, allons utiliser ceux qui sont existants et donc aller vers des gisements de flexibilité qui sont massifs mais qui sont plus distribués, c'est aussi un enjeu, surtout en évitant d'avoir à installer des choses trop onéreuses et donc à réussir à faire du soft to soft sur des assets de 500 kg ou de 100 kg, c'est vraiment un enjeu. Merci. Et Jean-Paul, pour compléter, vous, du coup, en tant qu'industriel qui a mis en place de l'effacement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la mise en place de ces capacités d'effacement? Nous, même si notre process est complexe, c'est relativement simple, c'est de la technique. On a fait notre gros réseau d'automates et c'est Energy Pool aujourd'hui qui a le bouton. Question. C'est Energy Pool qui a le bouton aujourd'hui pour nous couper. Le plus compliqué, c'est de demander aux opérateurs qui font tout ce qu'ils peuvent tous les jours pour avoir un outil de production optimum et produire au taquet, on va dire. Et là, on leur demande d'arrêter l'outil volontairement. Ça, c'était compliqué. Donc là, on est en 2011 et depuis, on a quand même bien évolué. Les mentalités ont changé. On est beaucoup plus orienté vers le CO2, l'environnement. Ah, c'est moi. Pardon. Et celui-là, il marche. Ouais, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Très bien. J'avais pas compris que c'était moi qui avais les interférences. Oui, donc sur le global, c'est un petit peu la frustration des opérateurs et l'acceptation de la ligne managériale pour arrêter nos outils. Merci Jean-Paul. Clément, rapidement, avant d'enchaîner un peu plus sur la partie levier pour lever ces différents verrous, donc vous l'avez déjà évoqué précédemment, on a une disparité en fait entre les différents sous-secteurs industriels pour différentes raisons. Est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer rapidement quelles sont les raisons et quelles sont les catégories d'industrie qu'on peut avoir? Il y a deux éléments qui expliquent qu'il y a effectivement des dynamiques très différentes d'une sous-catégorie des industriels par rapport à d'autres. Premièrement, c'est la configuration des sites. Petits sites, gros sites, sites en pleine action de modernisation, etc. Et puis il y a le type de production, le type de process qui sont réalisés. Bon, je pense que le témoignage de Jean-Paul est assez évocateur sur le sujet. Donc c'est vrai qu'on observe qu'il y a des secteurs qui sont plutôt matures, sur la métallurgie par exemple,
On a des secteurs plutôt en dynamique et sur lesquels il y a une grosse dynamique de développement, par exemple la papeterie, sur lesquels il y a des actions très importantes. Et puis il y a des secteurs qui restent plus en retrait, par exemple l'agroalimentaire aujourd'hui, voilà, pour à la fois des raisons de processus, d'arbitrage aussi, sont plus en retrait. Ça ne veut pas dire que certains industriels ne jouent pas le jeu, bien sûr, et on a un certain nombre de ces acteurs qui ont souscrit des contrats divers et variés. Mais c'est vrai que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, l'industriel préférera continuer sa production, accélérer, la pharma aussi, forcément voilà, dans les contextes actuels. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir à la fois la représentation des différents secteurs et les dynamiques entre l'arbitrage qu'on évoquait, arbitrage financier, arbitrage production et industriel. Merci. Jean-Paul, si on s'intéresse, on vient de faire un état des lieux des défis que représente l'effacement et pour essayer d'atteindre ces gisements qui ne sont pas encore effacés aujourd'hui. Vous, en tant qu'industriel, est-ce que vous auriez quelques recommandations, voilà, des idées de facteurs clés, de conditions qui pourraient permettre de développer massivement l'effacement chez les industriels? Alors massivement, c'est pas simple parce que nos outils sont pas prévus pour. Ils sont pas prévus pour être modifiés. Là, on parle aujourd'hui de décarbonation, d'électrification, etc. Donc ça, c'est un projet qu'on a en partenariat avec Energy Pool. C'est électrifier une partie de notre four gaz. Donc on mettra à disposition 12 mégawatts supplémentaires au niveau du système électrique. Et là, on serait beaucoup plus flexible parce qu'on pourrait diminuer ou augmenter notre consommation, chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc pour le fréquentiel, c'est des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc ça, c'est des gros projets, mais des gros projets qui, nos automatismes, ils ne sont pas prévus pour ces nouveaux concepts. Nos lignes internes ne sont pas prévues non plus. La ligne RTE non plus. Donc là, on a eu l'autorisation de RTE. Maintenant, il faut qu'on mette des transfos. Et du coup, un projet qu'on devait commencer à mettre en service cette année, on sera plus à 2027-2028. Donc à chaque fois, on rajoute beaucoup de temps. Mais l'important, c'est vraiment le partenariat et dans tous les projets à intégrer la flexibilité. C'est un point important que vous soulignez, cette notion de partenariat, d'avoir une vraie relation finalement entre à la fois l'industriel et l'opérateur de flexibilité. Est-ce que ça fait partie, Marion, finalement des points qui peuvent débloquer les gisements restants? Et puis est-ce que aussi vous pouvez compléter les propos de Jean-Paul avec d'autres recommandations pardon. Alors, il y a effectivement cette corrélation carbone-flexibilité qui est un point important. Et donc, la motivation à investir pour l'industriel, c'est quand même vraiment sa décarbonation. Il se trouve que ça converge vraiment avec nos intérêts, qui sont d'opérer de la flexibilité. Et donc, un moyen de production de chaleur décarboné, s'il est flexible, il est encore plus décarboné. Et nous, en fait, si on est impliqué suffisamment tôt, on va pouvoir participer à toute la profondeur des mécanismes de flexibilité et pas juste de l'effacement brutal et qui impacte la production, alors que si on fait de la FCR ou de la FRR, finalement on n'impacte pas grand-chose. Et d'autre part, ce que ça va apporter aussi, cette hybridation, parce que là, on n'est pas sur de la pure électrification, on est sur l'hybridation, c'est qu'il y a des mécanismes d'arbitrage entre le gaz et l'électricité qui vont pouvoir émerger. Et rien que ça a une valeur relativement conséquente. Donc, ça baisse de nouveau le ROI du projet. Donc, dans les facteurs clés de succès, il y a... C'est quand même bien quand on se connaît avant et qu'on commence le projet et qu'on est impliqué dans le projet de l'industriel. On commence à avoir une bonne expérience et de comment mener ce genre de projet ensemble. Mais cette anticipation et ce fait que
Au début, on se connaît, on fait quelques trucs ensemble, c'est du gain rapide et on pérennise cette relation-là. C'est vraiment un des facteurs de succès pour aller dans la profondeur. Pour ça, il faut quand même qu'on ait des mécanismes un peu long terme. On sait que la flexibilité a une valeur sur le long terme. On n'est pas rassuré sur le fait qu'on va être capable de la capter de telle ou de telle façon, mais de toute façon, elle est bonne pour notre système électrique. Merci Marion. Juste avant de conclure et de passer aux questions, en quelques mots, s'il vous plaît, Clément, puis Marion, si vous souhaitez pour compléter. Si on prend un peu de hauteur et qu'on s'intéresse un peu à l'échelle de l'Europe, même de l'international, quel est l'état de développement de la filière effacement en France par rapport à d'autres pays ? Alors aujourd'hui, en relatif par rapport à l'Europe, la France, c'est à peu près 15 à 20% du potentiel, enfin en tout cas de la réalisation de flexibilité en Europe. Donc voilà, la France est, on va dire, bien placée si on regarde par rapport aux autres pays. Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de réglementations et de mesures qui ont été prises dans un premier temps au niveau de l'Europe et qui ont été ensuite déclinées dans l'ensemble des pays membres, y compris quand les Royaumes-Unis étaient encore dans l'Europe. Donc du coup, il y a eu une dynamique créée depuis une dizaine d'années sur tous ces sujets, donc à la fois par rapport aux opérateurs de réseau, par rapport aux opérateurs d'effacement. Donc on a vu un développement depuis 10-15 ans assez important. Si on regarde les grands pays en quelques instants, au Royaume-Uni, il y a eu aussi un phénomène Brexit qui a fait que, en lien avec le fait que les interconnexions électriques étaient de plus en plus compliquées à activer, il y a eu un boost aussi à ce moment-là. Donc on a senti que l'industrie au Royaume-Uni se mobilisait sur ces sujets. Donc depuis quelques années, il y a eu un renforcement. En Allemagne, dans le contexte qu'on connaît de transition énergétique et aussi de par la place de l'industrie dans le mix entre guillemets de consommation, il y a eu historiquement une grosse implication des industriels dans l'équilibre et dans les investissements sur les réseaux et le système électrique. Donc c'est aussi un marché qui est très dynamique. Et puis après, ça dépend vraiment de la part aussi de l'industrie dans le pays. Typiquement, un pays dont on ne parle pas si souvent que ça, le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un pays dans lequel l'industrie représente 50% de la part de consommation électrique. Et donc, il y a localement, entre guillemets, certes à l'échelle du Luxembourg, mais une grosse mobilisation sur les sujets de flexibilité et d'effacement, de manière à ce que, là aussi, le développement et de la pérennité de l'industrie au Luxembourg soit assuré. Entre autres par le sujet économique de l'effacement. Et puis dans les pays de l'Est de l'Europe, là aussi il y a une part industrielle importante et donc il y a également des dynamiques. Donc je dirais à l'échelle de l'Europe aujourd'hui, c'est un sujet qui effectivement est très, très mis en avant. Le développement des ENR incite dans tous les pays où c'est le cas à développer de plus en plus de flexibilité et de plus il y a d'industriels présents, plus ce sujet est présent dans les agendas de transition énergétique. Merci. Marion, est-ce que vous souhaitez compléter parce que vous travaillez quand même sur l'Europe occidentale, donc vous avez pas mal d'expérience à l'étranger. Alors, je citerai notre patron Olivier Beau, qui nous conditionne sur la dimension de Médecins sans frontières travaille pas depuis Neuilly. La flexibilité, c'est ça. C'est-à-dire que vu que c'est bon pour le carbone et qu'il y a urgence à réduire massivement notre empreinte carbone collective, humaine, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille proposer ces solutions ailleurs que juste en France. Donc le gisement de la France est important et bien sûr que c'est ce qui nous a permis de grandir. Et donc actuellement on opère à la moitié de la flexibilité au Japon et il y a des mécanismes intéressants au Japon et qui vont à mon avis devoir aussi se transposer sur l'Europe, c'est-à-dire qu'il faut symétriser les règles de flexibilité, parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, qu'est-ce qu'on fait au Japon ? On envoie des signaux aux industriels pour qu'ils stimulent leur consommation au moment où c'est pertinent. Alors, c'est pas juste du signal tarifaire, on est vraiment sur du signal, ça évite du curtailment de renouvelables. Donc on est plutôt en train de faire vraiment le passage et la complémentarité entre la consommation et la production, comme on le fait chez soi avec son autoconsommation photovoltaïque, parce que je branche ma voiture le midi pour recharger avec mon solaire. Là on le fait au niveau du réseau et on organise ça et donc on le fait au Japon. De la même façon,
Là où le plus de CO2 par méga euro de PIB est constatable, c'est dans les pays émergents ou en développement. Et là, par exemple, on a un splendide projet où on a installé 100 systèmes en Côte d'Ivoire. Et donc, on pilote 100 industriels de Côte d'Ivoire pour stabiliser le réseau. Et quand vous dites à un industriel, tu n'auras pas zéro, tu auras 20% de ta conso, mais tu es sûr de les avoir, et bien ça change tout au niveau exploitation. Et donc, nos premiers essais ont eu lieu pendant la Coupe africaine des Nations. Et je pense qu'on est assez fiers de nous, parce que la Côte d'Ivoire, en plus, a gagné. Donc, voilà. Donc, oui, c'est vraiment... On fait partie de l'écosystème. En quantité d'énergie, c'est pas énorme, mais la flexibilité, c'est ce qui permet d'éviter de nouveaux moyens de production carbonés, parce que dans les pays émergents, c'est vraiment ça qui est l'alternative et qui va pouvoir se faire dans les temps. Ou alors du photovoltaïque, auquel cas, encore plus, la flexibilité a du sens en face du photovoltaïque, puisqu'on va gérer toute la partie dynamique. Merci, ça fait une très bonne transition pour la conclusion. Donc à la fois, vous l'avez dit, pour permettre d'intégrer les énergies renouvelables qui sont plutôt intermittentes et puis d'éviter le recours à des moyens de production thermiques très carbonés. Également, on a pu évoquer les opportunités que ça pouvait représenter pour les industriels, à la fois d'un point de vue peut-être parfois économique, mais aussi dans une démarche plus globale de décarbonation et d'électrification aussi des sites. On a montré aussi différents défis, que ce soit techniques, pour certains sites qui sont plus adaptés que d'autres à de l'effacement. Également des défis économiques, parfois une rémunération pas suffisante, des défis réglementaires, etc. Mais aussi quand même des leviers d'action, notamment sur l'importance d'une relation de confiance, on va dire, entre l'industriel et l'agrégateur. Et donc je me permets aussi de rappeler pour en savoir plus, donc on a à la fois notre document côté Alice sur l'effacement qui dresse un état des lieux des gisements et qui formule aussi des recommandations. On a aussi l'étude Think Smart Grid sur laquelle a travaillé Wavestone qui dresse aussi un état des lieux, mais pas seulement de la flexibilité dans le secteur industriel, tout secteur. Et puis après il y a les études ADEME que vous connaissez, et puis vous pouvez bien sûr vous rapprocher de nos différents intervenants. Voilà. Merci pour votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petite question? Ok. Ça a l'air d'être un sujet qui se prête beaucoup à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est très présent déjà ou c'est en développement seulement? Alors, je me permets de prendre la... Pardon. C'est plutôt en développement que très présent, mais alors l'intelligence artificielle est déjà présente, je pense, dans les entreprises, dans les usines, au niveau où se développe au niveau des procédés industriels. Et là, je laisserai Jean-Paul témoigner. Nous, à quel endroit est-ce qu'on va l'utiliser? C'est plutôt pour travailler sur tout ce qui est prévision. La prévision de consommation est une chose, la prévision de production est autre chose, la prévision des prix est un troisième segment où, bien sûr, on utilise un peu tous les outils qui sont à notre disposition. C'est vrai que paradoxalement, on part d'assez loin en fait, sur le sujet. On est plutôt dans un héritage des méthodes habituelles de prévision, comme le disait Marion. Donc la plupart des opérateurs de la chaîne, d'ailleurs, sont sur des algorithmes qui sont perfectionnés petit à petit, mais il n'y a pas eu la rupture, entre guillemets, de l'IA pour l'instant dans ces secteurs, et je pense qu'il y a un gros potentiel. Pour aller chercher en particulier plutôt les petits cailloux, comme je le disais, de l'optimisation encore plus fine, etc. Oui, on peut déjà faire beaucoup de choses sans l'intelligence artificielle, mais ça aussi c'est important et c'est un levier qu'on est en train de développer chez nous pour prévoir notre consommation de demain et permettre à Energy Pool de nous positionner sur des marchés intraday ou autres qui peuvent être beaucoup plus opportunistes que les marchés traditionnels. Très bien, merci pour vos réponses. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, Amélie Bottero de Flower. Marion, vous avez nommé
l'impact CO2 que vous souhaitez mesurer et certifier. Est-ce que pour vous, vous voyez ça comme une rémunération supplémentaire pour sécuriser ou monétiser et pouvoir sécuriser les projets ? Alors, en matière de projet de décarbonation, évidemment, mais il faut voir que toute l'action qui sous-tend Energy Pool, et c'est pour ça que ça devient une fondation et que c'est vraiment l'impact qu'on peut avoir. Oui, il va de soi qu'en plus de la facturation de fin d'année ou mensuelle qu'on va envoyer à nos clients, qui en fait sont nos fournisseurs de flexibilité, il est logique qu'on leur quantifie aussi et qu'ils puissent bénéficier de ces bénéfices-là eux-mêmes dans leur RSE, etc., d'avoir participé à des opérations de flexibilité, parce que sur certains mécanismes, il n'est pas nécessairement évident que ce soit hyper rémunérateur en euros, et peut-être qu'il peut y avoir un bénéfice CO2 qui compenserait la faible rémunération en euros. Donc c'est un axe qui est important, qui nous tient à cœur. Et puis derrière, il faut aussi qu'on aille le quantifier sur la totalité des marchés sur lesquels on va. Alors c'est sûr que la flexibilité en Allemagne, c'est encore plus chouette. Mais voilà, on veut avoir un outil robuste qui nous permet de quantifier notre action en tant qu'entreprise, dans la mesure où on dit Médecins sans frontières travaille pas depuis Neuilly. De la même façon, on va pas aller mettre de la flex à un endroit où ça va augmenter le CO2 produit, quoi. Merci. Est-ce qu'on a une dernière petite question ? Non, je propose de conclure. Merci à tous pour votre participation. Merci. Et puis, je rappelle encore, on a un paquet de synthèses. Vous pouvez vous servir.